Bonjour à tous, salut les cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle émission cinéma sur Nyon Région Télévision, l'émission cinéma du mois d'octobre où l'on va parler de plein de films qui sont sortis en salle, bons et moins bons, vous le verrez, mais un programme riche comme tous les mois. On va débattre de plein de films, donc avec vous deux, Thibaut Ducré, bonjour. Mais bonjour. Patrick Dantan, bonjour. Salut. Et bien alors vous avez changé de place. Eh oui. On a inversé. On a attendu 2 ans quand même pour changer un peu les choses parce que Patrick, c'est la réclamation de Patrick. Il m'a dit je veux avoir les images derrière moi pour une fois. Les images des films. Voilà, je veux avoir la place de Thibaut. Bon, mes chers amis, merci d'être là. Alors j'ai dit des films bons et moins bons, on verra lesquels. Mais alors on va commencer avec notre film du mois. C'est ce blockbuster de science-fiction qu'on n'attendait pas, The Creator, où l'Amérique et John David Washington sont en guerre contre l'intelligence artificielle. Et c'est à voir donc en ce moment au cinéma. Et puis, on va vous parler aussi du retour, tant attendu ou pas, de Luc Besson, qui revient avec quelques casseroles personnelles, certes, mais aussi un nouveau film, Dogman, où un Caleb Landry Jones joue un homme meurtri et il devient le meilleur ami des chiens, chiens qu'il traîne d'ailleurs dans des affaires mafieuses. Voilà, des mafieux latinos. On va voir tout ça. Et puis, on va terminer par une comédie, une tragicomédie, on ne sait pas trop, on va le voir. Ça s'appelle Bernadette. Portrait donc de Bernadette Chirac, incarnée par la grande Catherine Deneuve, film qui fait parler de lui aussi et qui vient tout juste de sortir en salle le 4 octobre. Mais alors, si vous êtes prêts, Patrick, Thibaut, eh ben ça y est, on prend des robots, des hommes, et c'est la guerre. Quand la guerre a commencé, ils m'ont protégée. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme. Il y a 10 ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Il s'agit d'un combat pour notre propre survie. Sergent Taylor, la victoire est à portée de main. Mais les IA développent une arme surpuissante. Exécutez-la. Ou nous disparaîtrons. Alors, The Creator, c'est un peu une anomalie aujourd'hui à Hollywood, parce qu'un blockbuster qui n'est pas adapté d'une franchise, qui n'est ni une suite, ni un remake, qui n'est pas non plus adapté d'un livre ou d'un jeu vidéo, mais bien un projet original qui vient directement de la tête de Gareth Edwards, cinéaste qui avait fait ses preuves sur Star Wars Rogue One ou encore sur le remake américain Godzilla. Et en plus, c'est un tout petit budget pour un tel projet, 80 millions de dollars de production à peine, là où aujourd'hui, la plupart des blockbusters actuels ne se produisent plus à moins de 150 millions de dollars. Alors du coup, ma question, Patrick, c'est ce projet original, bonne surprise du coup ou pas, ce Creator? Plutôt bonne surprise et vraiment j'ai envie de dire, de reprendre le mot surprise parce que je trouve que le film au cours de son histoire, de son développement, de ce qu'il nous raconte va vraiment nous garder et nous surprendre assez souvent en fait par rapport au scénario. Au départ, c'est déjà un film qui est pas ce qu'on peut imaginer, un film sur le développement de l'intelligence artificielle, parce que quand le film commence, elle est déjà là, elle est déjà installée, et c'est vraiment la rivalité, la guerre entre les humains, les Américains en l'occurrence, et l'intelligence j'ai envie artificielle. de te dire, quand on t'entend parler, on a l'impression qu'on a entendu ce scénario maintes et maintes fois à Hollywood. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ce qu'il y a de neuf aussi, c'est que je trouve pas tant que ça en fait, parce que l'IA c'est quelque chose qui se présente un peu. C'est vrai que Terminator, il n'y a pas eu 6 films. C'est vrai, mais en même temps, voilà, ça se présente maintenant à une certaine époque où on parle de nouveau de ça et ce genre de choses-là. Et surtout, le scénario, il va être assez surprenant aussi par rapport à quelque chose, c'est-à-dire, c'est le rapport des Américains, des bons et des gentils. Il y a une inversion à un moment donné qui se fait, où l'Amérique est tout d'un coup montrée comme des colonisateurs agressifs, etc. Et finalement, le film va développer un discours plutôt de cohabitation et de vie pacifique, qui était quelque chose d'assez présent déjà dans Rogue One. Je pense que ça doit tenir à cœur un petit peu au réalisateur. Edwards, et du coup, c'est
assez intéressant à ce niveau-là aussi. Bon, Thibaut, justement, quoi de neuf alors dans The Creator? Et est-ce que c'est bien pour toi? Tu rejoins Patrick? Je rejoins Patrick dans le sens où j'ai envie de défendre le film et d'encourager les gens à aller le voir. Maintenant, pour moi, en fait, ce film-là a exactement les mêmes qualités et les mêmes limites, malheureusement, qu'un Rogue One. Si on compare justement avec ces films... Bon, j'avais adoré Rogue One. Oui, non, moi j'aime beaucoup, mais il y a de grandes limites en termes d'écriture. Je trouve que c'est un film assez bancal au niveau de l'écriture, The Creator. Il y a, ça manque vraiment d'une ligne directrice claire, ça manque de caractérisation dans les personnages, ça manque de... Le cœur émotionnel marche pas vraiment aussi bien que ce qu'il devrait. Ouais, mais alors, je vous entends parler du scénario, mais visuellement, quand même, oui, c'est alors justement, il y a les mêmes qualités super. que dans Rogue One, c'est dans le sens où techniquement, c'est absolument impeccable. En termes d'utilisation du numérique, des effets spéciaux, ça enterre tous les Marvel qu'on peut voir actuellement. Et puis surtout, il y a quelque chose d'assez réaliste dans la façon dont c'est créé, c'est-à-dire que ça permet vraiment de développer un vrai univers. Il y a une approche assez brute comme on pouvait l'avoir pas mal dans les pays justement. asiatiques aussi au niveau de l'esthétique qui tient un peu à cœur aux réalisateurs. Et on a un vrai univers qui est très crédible dans la façon dont il est présenté. On n'est pas du tout dans des effets spéciaux où on est quelque chose qui est vraiment loin. On y croit à fond. Mais alors pour autant, la critique est assez divisée. Hein. Il y a des gens qui le défendent plutôt comme vous, j'ai l'impression. Et puis moi aussi, j'encourage vraiment à aller voir ce film que j'ai beaucoup aimé personnellement, malgré les défauts évidents que tu citais, Thibaut. Mais il y a beaucoup de critiques cinéma qui sont assez acharnés sur le film. Et d'ailleurs, le film fait un flop aux États-Unis. En France, ça marche pas très très bien. En Suisse non plus. Et voilà. Donc pourquoi ça marche pas, Thibaut? Ce qui concerne le flop, je pense que c'est compliqué à le vendre auprès du grand public parce qu'on le voit aujourd'hui. Enfin, ça fait des années qu'on le répète maintenant. Quand un film n'est pas tiré d'une franchise existante ou adapté d'un matériau connu, là, c'est un matériau original en soi. C'est très difficile de rassembler un public large. Et là, c'est visiblement le cas. C'est la difficulté qu'on voit. Et puis, au niveau de la critique, je pense que peut-être que certains spectateurs... Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est un peu ça. On voit les choses comme on veut. On peut avoir de la peine à être embarqué dans l'histoire, mais reconnaître le travail malgré tout qu'il y a derrière. Et là, c'est à chacun de voir comment on le conçoit. Alors, on va résumer tout ça. Patrick, du coup, The Creator de Gareth Edwards. Est-ce qu'on va le voir? Oui, moi je le conseille vraiment parce que c'est un film, une histoire originale. J'ai quelques réticences par rapport au scénario aussi, qui à mon avis creuse pas assez les thématiques qu'il aborde, mais ça reste un spectacle beau, différent et très intéressant. Et pour Thibaut? Oui, moi je pense qu'il faut encourager vraiment ce type de production. Effectivement, montrer qu'un blockbuster original et pour un budget moindre peut aussi fonctionner, même s'il y a des limites. Allez-y. Et bien voilà, donc vous savez quoi faire. Il faut aller voir The Creator selon nos critiques. Mais alors, faut-il aller voir le prochain film? C'est le retour de Luc Besson, 4 ans après Anna. Regardez la bande-annonce de Dogman. J'ai toujours adoré me travestir. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas? On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille? Ça, c'est sûr. T'es méchant! Sale petite merde! Et vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection? Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Et ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. Bon alors voilà, on va être tout de suite très transparent avec vous autour de cette table. Pas beaucoup d'amour pour le cinéma de Luc Besson, en tout cas celui de ces 20 dernières années. Il faut dire que Lucie, Valérian ou même Anna il y a 4 ans... Lucie. Voilà, c'est compliqué. Mais pourtant... C'est le film le plus bête sur l'intelligence. C'est assez bien résumé. Mais pourtant, alors ce Dogman, on pouvait se poser la question parce qu'il a été présenté à la Mostra de Venise au mois de septembre. Il est actuellement en salle. Et certains critiques commençaient à dire, oui, c'est pas trop mal en fait. C'est le grand retour de Luc Besson. Alors, est-ce que c'est vrai, Thibaut? Mais oui, mais pas. Alors, ça, c'est le grand retour de Luc Besson. Oui, c'est Luc Besson dans toute sa splendeur. Non, parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, Luc Besson, c'est un auteur. Il a une patte reconnaissable. Et c'est malgré tout, je trouve, c'est la mauvaise patte. C'est la mauvaise Non, mais ça reste un bon technicien. Je trouve que dans tous ses films, même les pires, il y a des idées de cinéma parfois intéressantes. Et on retrouve ça dans ce film-là. Mais par contre, il reste d'une bêtise, mais absolue. Donc là, il nous fait une espèce
espèce de grande tragédie sur la condition humaine, sur la lutte des classes, avec ce personnage de paria qui a été élevé parmi les chiens. Et, les chiens sont devenus ses enfants et donc il les utilise pour faire tout un tas de choses. Il leur amène la farine, pour faire des gâteaux, ce genre de choses. Il les envoie braquer les maisons de riches. Et c'est vraiment Luc Besson dans toute sa splendeur, où c'est malheureusement d'une beaufrie absolue. C'est-à-dire que le mot est lâché. Non, mais le mot est lâché. Ce gamin grandit parmi avec une caricature de redneck avec la coupe mulet, la grosse moustache, la salopette, et il va utiliser ses chiens pour aller attaquer des gangsters latinos, comme dans toutes ses productions. Et les métaphores christiques, etc. Parlons-en. Non, mais on a rapproché ça du Joker, Patrick. C'est vrai, ça fait un peu penser comme ça, ce côté paria. Mais oui, d'ailleurs, et c'est ce que moi j'aime bien dans le film, en fait. C'est-à-dire que le film, il a une chose qui est très réussie, c'est qu'il se pose en tant que mythologie de création d'un vilain. Comme ça, on est vraiment dans quelque chose qui est absolument pas réaliste. Il ne faut pas aller voir un film où on s'attend à une histoire qui est crédible ou quelque chose comme ça. On est dans l'ordre de la mythologie complète. Mais attends, tu vas me dire que t'aimes le film? Attends, laisse-moi continuer. Laisse-moi finir. Et donc, en fait, si tu veux, moi, je trouve que tout ce qui tourne autour de la création du personnage, hormis les flashbacks avec sa famille qui sont lourdingues et clichés à fond, je trouve que tout ce qui tourne autour du personnage lui-même, de son parcours et de la création mythologique de ce personnage-là, fonctionne très, très bien. Surtout, entre autres, à cause de l'interprétation incroyable de Caleb Landry Jones. Incroyable. Et je pense que le film vaut la peine d'être vu, rien que pour cette interprétation-là, parce que je pense que c'est une des meilleures interprétations qu'on verra cette année-là. Bon, alors, après, il y a tout le côté, effectivement, beauf des rednecks au début de la famille, mais aussi des scènes d'action qui arrivent, 40 minutes un petit peu à la fin. Il y a un espèce de voleur, un agent d'assurance véreux, des latinos, puis un truc christique, ça devient mais vraiment nul. et là, on tombe de l'autre côté du crédible, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce que Besson fait, c'est-à-dire plus crédible du tout, mais toute la partie autour du personnage, je trouve que ça fonctionne super bien. Bon, ben alors voilà, donc tu vois le verre à moitié plein, mon cher Patrick. Bon, pour autant, faut le dire, là aussi, ça marche pas très bien en salle. C'est le plus mauvais démarrage de Luc Besson depuis qu'il a commencé sa carrière. C'est son pire démarrage, on parle de 140 000 spectateurs en France pour une première semaine. En Suisse, Patrick, tu m'as même dit que toi qui es programmateur, qu'il y avait des séances zéro personne. Il y a eu pas mal de séances avec aucun spectateur, effectivement. Mais alors comment on explique ça, Thibaut? Tout le monde s'en fiche de Luc Besson. On n'est pas les seuls à s'en ficher de Luc Besson depuis un bon moment. On l'a vu, même pour le coup, quand il utilisait une franchise existante avec Valérian, il s'était planté. Donc je pense que son nom n'intéresse plus personne, effectivement. Et puis honnêtement, franchement, le sujet... Un mec battu par sa famille, qui va être avec des chiens. Est-ce que les chiens vont être maltraités dans le film? Il se déguise en drag queen. Enfin... C'est pas très engageant, tu vois, pour le grand public. C'est pas ce qui donne le plus envie pour le grand public. Bon, d'accord. Alors on va voir justement, on va résumer juste rapidement. On va voir Dogman ou pas, Thibaut? Non, mais je pense que même pour les amoureux des chiens, c'est du temps perdu. Patrick, moi, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai envie que les gens découvrent cet acteur-là. Je pense qu'il mérite vraiment de découvrir dans ce rôle-là. Et qu'il y ait au moins un spectateur dans tes salles. Non, c'est bon, j'ai diminué les séances du film, c'est fait. Mais je veux dire que les gens découvrent cet acteur dans cette chose-là. Puis voilà. Mais après, voilà, c'est pas terrible non plus. Ok, c'est pas terrible non plus. Bon, voilà, on va pas s'acharner sur Dogman. On va voir si ça vaut un peu plus la peine. On va s'acharner sur Bernadette. Je sais pas. Point d'interrogation. Voilà, Bernadette Chirac, incarnée par Catherine Deneuve. Regardez les images. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Molinier. Froide, 19,8. Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. Austère, acariâtre, à égalité avec revêche. Oui, moi ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Voilà donc Catherine Deneuve qui incarne la femme du président Jacques Chirac de la fin des années 90 à son deuxième mandat dans les années 2000. Le film est réalisé par Léa Doménac, fille du journaliste politique Nicolas Doménac, qui signe ici son tout premier film. Alors, est-ce une comédie, un drame, un portrait de femme puissante ou un film féministe, Patrick? Mais un peu de tout ça. En fait, c'est un peu le problème du film parce que c'est une comédie politique, en fait. Et du coup, il y a une volonté de faire une comédie qui est
Plutôt, il y a des tentatives au niveau de la mise en scène, au niveau de la tonalité qui sont assez sympas, mais il y a en même temps aussi une volonté de rester quand même juste par rapport aux événements, à l'historique, à la politique française autour du personnage, ce qui, à mon avis, est important quand tu traites ce genre de sujet-là, sauf qu'en fait, l'équilibre ne se trouve pas du tout dans le scénario, dans la façon dont les choses sont assemblées, et on est un peu dans un film qui est assez boiteux, comme ça, qui ne va pas à fond dans la comédie alors qu'il y aurait des possibilités de le faire, avec la bande-annonce nous donne l'idée que ça va partir là-dedans. Ouais. Ça reste pas trop suffisamment peut-être serré sur le personnage principal non plus. Donc voilà, et les tentatives à côté d'inclure la politique. Enfin voilà, il y a un équilibre qui fonctionne selon moi vraiment pas. Et puis ça devient assez mauvais. C'est un peu casse-gueule, Thibaut, comme sujet de base. Le sujet de base, pourquoi pas s'intéresser à une première dame plutôt qu'au président en question, ça a déjà été fait. Et justement, au départ, moi, j'aimais assez l'approche justement un peu décalée, puis ça s'ouvre en fait sur un chœur dans une église qui commence à nous raconter l'histoire de Bernadette. Alors là, moi, j'ai pensé à Evita, la comédie musicale, qui traitait aussi d'une première dame. Je me dis super, ça va être justement assez mordant, assez. Et en fait, non, effectivement, le concept n'est pas poussé suffisamment loin. C'est drôle parfois, mais c'est pas suffisamment méchant. Voilà. T'as trouvé ça drôle parfois? Oui, il y a quelques scènes qui fonctionnent, je trouve. L'humour est subjectif. Le duo avec Denis Podalides, je trouve que ça donne lieu à quelques échanges assez sympas. Mais sinon, effectivement, ça reste assez gentil. Bon, et Catherine Deneuve, elle est comment alors? Elle est bien, mais c'est pas son meilleur rôle, quoi. Moi, je la trouve vraiment disons molle. Ça reste la plus sobre du casting, donc parce qu'il y en a qui sombrent carrément dans la caricature. Celui qui fait Laurent Stocker, qui fait Sarkozy. Moi j'ai trouvé. L'impression de voir la marionnette des Guignols. Et Michel Vuillermoz qui fait dans Chirac. Jacques Chirac, il est pas bon. Non. Bon, alors du coup, Bernadette, j'ai des images de chantier pour correspondre au. Voilà, exactement. On voit les images d'un chantier dont on va parler après, mais effectivement, ce film est un éternel chantier, ce Bernadette. On sent que le chantier n'est pas terminé. Le chantier n'est pas terminé de Bernadette. Du coup, Patrick, on fait quoi, Bernadette? Bof, non, on va pas voir forcément, non. Ouh là là. Même au niveau du plaisir d'une comédie, c'est pas vraiment là, quoi. D'accord, c'est pas abouti. Thibaut? Bof non plus. Non, vraiment, aller plutôt soutenir The Creator, qui a, je pense, c'est un projet plus intéressant à à défendre. Oui, toi, on l'aura compris, non. Luc Besson, non. Catherine Deneuve, non plus. On a d'autres films à vous proposer tout à l'heure. Des trucs. Bon, et ben voilà, suspense alors. Donc, pour les coups de cœur qui vont arriver. Mais avant ça, les amis, on doit parler des news. Qu'est-ce qui a fait l'actualité dans le cinéma le mois dernier, ces derniers jours, ces dernières semaines? Alors, bien sûr, la grève des scénaristes. On commence par ça. Est-elle enfin terminée? Les dirigeants de la Writers Guild of America, le puissant syndicat des scénaristes, ont approuvé le 26 septembre dernier le récent accord salarial conclu avec les studios. Ils ont acté donc le retour au travail de leurs membres à partir du 27 septembre. Alors, est-ce la fin d'une grève qui persiste depuis avril dernier? Quels sont les accords qui sont trouvés? On en parle justement, mais précisez tout de même que les acteurs, eux, sont toujours en grève et que à l'heure où on parle, donc, on enregistre cette émission début octobre, ils sont en pleine négociation. Mais alors, les scénaristes, c'est fait, c'est bon, c'est acté. Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans le lot, Thibaut? Voilà, alors je crois qu'on attend encore la confirmation définitive, mais a priori c'est bon. Et effectivement, ils ont pu valider un certain nombre d'accords qu'ils voulaient défendre. Les deux principaux pôles des négociations, c'était l'intelligence artificielle, justement, on y revient, et la rémunération sur l'exploitation sur les plateformes. Et ils ont pu s'assurer que, du côté de l'intelligence artificielle, les studios ne pourront pas utiliser une IA pour créer ou réécrire un script. Les scénaristes eux-mêmes pourront l'utiliser dans leur travail s'ils le veulent, mais on ne pourra pas leur imposer ça. Et l'intelligence artificielle ne pourra pas créer, un matériau créé par l'intelligence artificielle ne pourra pas être considéré comme matériau source. Donc là, ils ont pu faire valider à peu près tout ce qu'ils voulaient à ce niveau-là. Et sur les salaires? Et sur les plateformes, justement, jusqu'à maintenant, les œuvres sur les plateformes, il y avait une rémunération de base, mais qui n'évoluait pas en fonction du nombre de vues sur les plateformes. Et là, il y aura justement une rémunération proportionnelle au nombre de vues. Et les plateformes seront aussi plus transparentes au niveau du succès justement des œuvres sur les plateformes. Donc une bonne nouvelle, Patrick, qui met fin à une grève historique. On en a déjà parlé dans cette émission. Il reste quand même les acteurs et les actrices. C'est-à-dire qu'après, le fait qu'il y ait eu ces négociations qui ont abouti, par exemple au niveau des salaires, ça va sans doute simplifier la négociation avec les acteurs. Les réclamations des acteurs portent sur les mêmes points, fondamentalement. Si ce n'est qu'il y a
quand même quelque chose par rapport à l'exploitation de l'image, de la voix et de ce genre de choses-là qui doit vraiment être renégocié. Et puis ça, c'est le point qui reste encore à confirmer par rapport au syndicat des acteurs. Acteurs qui, entre parenthèses, ont aussi profité un peu de l'IA parfois. On pense à Harrison Ford dans Indiana Jones dernièrement, qui était content d'être tout jeune grâce au rajeunissement numérique et à l'IA. Donc voilà, ils ont un peu joué le jeu, mais là, ils se rendent compte que ça va encore un peu plus loin. Et puis ils ont raison, à mon avis, de se protéger par rapport à leur travail. Ces négociations pourraient aboutir donc dans les prochains jours pour les acteurs. Peut-être au moment où vous regardez cette émission dans le mois d'octobre, peut-être que les négociations ont déjà abouti. Mais tu vois, même pour nous, est-ce qu'on a envie d'avoir les mêmes têtes d'acteurs pendant 150 ans? Oui, enfin, oui, c'est vrai. Non, pas forcément. C'est bien qu'il y ait des nouvelles personnes. Alors, aussi. par contre, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que maintenant que les scénaristes sont à nouveau au travail, les séries et puis les talk-shows américains se sont remis à diffuser, et puis les films justement à Hollywood devraient arrêter d'être décalés aussi, comme ça a été le cas ces derniers mois. Voilà. En bref, on revient juste sur une actualité très suisse, puisqu'on va vous parler de la Cinémathèque suisse qui a dévoilé les travaux du Capitole. Alors ça y est, ce chantier, voilà, on le voit, Capitole, la plus grande salle de Suisse, avec ses 750 places, qui a été fermée depuis 2020 pour être complètement rénovée et qui ouvrira donc ses portes en 2024. Le Capitole, donc, qui va enfin rouvrir ses portes et accueillir la Cinémathèque. Alors ça change quoi pour les cinéphiles de la région, Patrick? Écoute, c'est une super belle nouvelle parce qu'en fait, c'est un beau projet déjà par rapport à une salle qui est mythique et qu'on adore, qu'on a tous fréquenté. Je pense qu'on était, on était à Lausanne. Et puis surtout, ça va être vraiment un vrai pôle cinéma. Avec 2 salles, avec une médiathèque, avec un bar, un café, c'est-à-dire c'est un endroit où tous les cinéphiles vont pouvoir se rejoindre, discuter, échanger. Il y aura quelque chose de, à mon avis, très convivial. Et puis, ce qui est très beau aussi, c'est que ça va permettre à des grandes œuvres du patrimoine d'être projetées dans des super conditions et sur un écran géant. Parce que c'est vrai que maintenant, au niveau de la programmation régulière dans les salles, on ne voit plus tellement les films anciens. On programme vraiment des films nouveaux. À part à la Cinémathèque. À part à la Cinémathèque. Et du coup, les conditions seront quand même incroyables au Capitole, donc c'est cool. Thibaut, ça va changer effectivement la Cinémathèque aujourd'hui qui est au Casino de Montbenon à Lausanne avec des petites salles. Il faut le dire, là maintenant, ça y est. J'ose espérer que les sièges de ces nouvelles salles seront plus confortables que ceux du cinématographe à Montbenon. Dans la grande salle, ils sont passés de 1000 et quelques places à 700 et quelques. Donc à mon avis, les fauteuils seront et puis ils pourront proposer aussi plus de projections, parce qu'actuellement, il y a 2-3 projections par jour, là, avec 2 salles, une très grande, une plus petite aussi, pour les films peut-être un peu plus confidentiels, ou voilà, les rétrospectives de Locarno, par exemple, étaient mentionnées. On se réjouit. Ça promet. Février 2024, voilà, on ira tous les 3. Je suis sûr qu'on sera tous à se voir au café là-bas. Oui, et puis les cinéphiles de la côte qui nous regardent, je suis sûr aussi qu'ils se réjouissent. Donc, d'avoir une magnifique salle pour voir des films anciens, comme tu l'as dit. Patrick, voilà, sans transition, du patrimoine. De patrimoine, pardon. Oui, il ne faut pas dire film ancien. Voilà. Patrick, on passe à des films actuels. Oui. C'est l'agenda ou pas, on va voir. Actuel, oui. Alors, l'agenda des événements ciné. Regardez, ça y est, Patrick, il a pris sa petite feuille. Alors. Ça veut dire que c'est parti. On va parler. Alors, on commence par les ciné-conférences Cap sur le Monde à Nyon et Morges. Et un peu partout en Suisse romande. Donc, c'est des séances de films qui sont des documentaires de voyage. Et ces séances ont lieu en présence de leur réalisateur aventurier. C'est donc un peu particulier. Il y a une alternance du film et de discussion avec le réalisateur. C'est un programme qui va d'octobre 2023 à avril 2024 et chaque fois dans un autre pays du monde. Les premières séances auront lieu le 13 octobre à Morges et le 19 octobre à Nyon et seront consacrées à la magnifique et sauvage Norvège. Ah, la Norvège. Donc c'est sur capsurlemonde.ch et puis sur les sites respectifs des salles où ça passe. Alors Cap sur la Norvège avec toi. Et puis on passe aux Gardiennes de la planète, au Cinéma Rex à Aubonne. Dans le cadre du cycle Ciné Senior, le mardi 17 octobre à 14h30, c'est un beau documentaire sur les baleines avec un texte en voix off dit par Jean Dujardin. Séance intergénérationnelle, ça va permettre aux enfants, parents et grands-parents de partager un beau moment de cinéma. Et puis on passe à la semaine dingue de ciné, ça c'est à Gland pendant les vacances d'octobre. Il y a 9 séances du 17 au 20 octobre avec des films actuels de tous les genres. Il y a pas mal de films d'animation pour les familles, il y a La Palme d'Or, Anatomie d'une chute. Il y a même un ciné-concert avec le film de Buster Keaton, Le Caméraman, qui sera donc accompagné en direct par un orchestre. Et tout ça c'est sympa parce que c'est sur l'écran qui est très grand et vraiment magnifique au Théâtre de Grandchamp. Ça n'a rien à envier avec une salle de cinéma, on va dire, régulière. Et donc
Donc ça va être beau là. Alors voilà, du 17 au 20 octobre à Grand-Champ, donc dingue de ciné. On passe alors avec des films qui font frissonner. Et oui, c'est bientôt Halloween au cinéma Capitole à Nyon. C'est les projections nocturnes avec des films d'horreur. Oui, il y aura Saw 10 ou Saw X en anglais. Il y aura La Nun 2 ou encore L'Exorciste Devotion qui seront projetés le week-end du 27 au 29 octobre et celui du 4 et 5 novembre au cinéma Capitole. Et on termine l'agenda par cette prochaine séance du Ciné-Club Nyon avec le film suisse Foudre que tu aimes beaucoup. Oui, pour ma part, c'est vraiment un film que j'adore et qui nous raconte l'éveil et l'émancipation sensuelle et sexuelle d'une jeune femme en Valais en 1900. Pour moi, c'est un des meilleurs films suisses que j'ai vu depuis très longtemps. Il va représenter d'ailleurs notre pays aux Oscars 2024. On lui souhaite bonne chance. Et il sera projeté à Nyon au cinéma Capitole en collaboration avec le Ciné-Club le 30 octobre à 20h15. Ne le manquez surtout pas, en plus sur un grand écran, parce qu'en plus de tout le reste, les images sont vraiment sublimes. Donc, eh bien, voilà, donc Foudre à voir le 30 octobre au Ciné-Club de Nyon. Merci beaucoup Patrick pour cet agenda. Thibaut, on passe à ton coup de cœur du mois. C'est un film d'animation en stop motion. Ça s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. C'est signé du français Alain Huguetto. Qu'est-ce que c'est que ce film qui est à voir en salle? Oui, c'est non seulement un film d'animation, mais c'est un documentaire d'animation en fait, puisqu'avec ce film, Alain Huguetto, il raconte en fait l'histoire de ses propres grands-parents, qui étaient des agriculteurs piémontais, et il va reconstituer leur histoire, du coup, en animation de volume, donc avec des marionnettes animées image par image, et il va mettre tout ça en abîme, il va se mettre en scène aussi en train de fabriquer les marionnettes. C'est très joli. Et la marionnette de sa grand-maman va se mettre à lui parler, et il y a un dialogue qui va s'organiser entre les deux. Elle va raconter justement leur histoire au Piémont, au début du XXe siècle, et il va raconter comme ça l'histoire de toute une génération d'Italiens qui a été forcée de quitter le pays pour aller construire celui des autres, puisqu'on va les voir sur le chantier du Simplon, par exemple. Et c'est à la fois passionnant dans ce que ça raconte, très touchant aussi dans l'aspect dialogue familial. Un joli film sur la famille et sur l'exil. À voir avec des petits aussi, enfin à voir avec des enfants. Oui, alors je crois qu'il n'y a pas tellement de limite d'âge, c'est dès 6 ans. Tout public. C'est quand même assez dur dans ce que ça raconte, mais je pense que la forme rend tout ça assez abordable. Donc, on peut y aller donc en famille. Voilà, un très joli film d'animation. Merci Thibaut. Patrick. Mais pas que en famille. Oui, un film pour adultes, bien sûr, un film pour adultes, tout à fait aussi. Oui, je confirme, c'est très bien. Les Feuilles Mortes, toi, c'est ton coup de cœur du mois, signé Aki Kaurismäki. Ce film a reçu le prix du jury à Cannes cette année, donc il est à voir également au cinéma en ce moment. Oui, juste pour rappeler, le prix du jury à Cannes, c'est le film qui aurait eu la Palme d'Or s'il n'y avait pas eu la Palme d'Or. Voilà, donc quand même dire que c'est un film qui est vraiment incontournable. Mais tu dis ça parce que tu adores le film. Oui, j'adore le film. En fait, c'est l'histoire de deux personnages un peu mis de côté par la vie, ça se passe en Finlande. Il y en a un, c'est un ouvrier de chantier qui a tendance un petit peu à la picole. Elle, c'est une dame qui travaille dans un supermarché, puis qui à un moment donné va voler un produit périmé et puis se faire attraper, puis qui va se retrouver sans emploi. Ils sont dans un univers en fait où la vie n'est pas facile. Elle rentre à la maison, il y a la guerre en Ukraine à la radio, enfin ce genre de choses. Et on est en Finlande, je précise. On est en Finlande, c'est un film finlandais. Voilà, et on l'a pas dit. On va en fait, ils vont se croiser lors d'une soirée et tenter. Il y a une petite attirance comme ça. Ils vont tenter de se retrouver, mais ça sera pas simple parce que la vie va mettre sans cesse un petit peu des choses en contradiction avec cette volonté d'amour. Oui, mais c'est plus qu'ému, c'est surtout un film qui est incroyable dans la façon dont il est réalisé. Après, le réalisateur Kaurismäki, il a une personnalité, ça peut plaire ou pas. Il y a quelque chose de très minimaliste dans la mise en scène, dans les décors. Je ne cache pas que moi, je ne suis pas très client. Voilà. Il y a quelque chose de très minimaliste dans la mise en scène, de très distant dans le jeu, c'est très froid, etc. Les personnages sont plus des figures que des caractères, on va dire ça comme ça. Mais il y a quelque chose qui est vraiment très fin, très intelligent, très beau dans la façon dont c'est raconté, et la fin est très émouvante. Voilà, super beau film. Les Feuilles Mortes, voilà, à voir. Et puis on va terminer par mon coup de cœur, mais alors qui est un coup de cœur commun, Le règne animal de Thomas Caillet. Voilà, mes amis vont se joindre à moi. Donc ce super film français qui vient de sortir là le 4 octobre avec Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et le jeune Paul Kircher. Alors film de genre fantastique. La population est en proie à un virus encore inconnu. Les humains vont muter petit à petit en animaux. Alors c'est touchant, c'est étonnamment très drôle aussi dans ces dialogues et ces situations. Et à la fois on a le coming of age adolescence, un drame familial, un film sur la marginalité, la transformation, et qui ausculte les instincts animaux de l'homme aussi. Donc oui, Patrick, c'est super, Le règne animal, faut y aller. C'est incroyable. Puis j'ai rarement vu un film qui mélange autant de genres, parce que c'est pas qu'un film fantastique, pour ceux qui auraient des réticences par rapport à ça. Tu disais, il y a tout ça. Et en fait, qui réussit vraiment à aboutir tous les genres qu'il traite, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment hyper réussi. C'est sublime
sublime visuellement, le jeune acteur est incroyable, chef-d'œuvre. Ouais, honnêtement. chef-d'œuvre, Et carrément. film qui, par sa personnalité, propose quelque chose de vraiment nouveau dans le cinéma. Donc vraiment à voir Thibaut. absolument. Oui, non, bah, il assume vraiment le fantastique, l'équilibre entre l'humour, parce qu'il y a aussi des choses très drôles, et le drame pur et dur est excellemment bien géré. Le casting est très bien. Moi, je ne suis pas toujours client de Romain Duris, mais là, il est impeccable. Donc, vraiment, courez-y. Et ben voilà, donc vous le voyez, on n'a pas été très tendre peut-être avec nos films du mois dans le débat, quoique, ça dépend des films. Mais alors là, entre l'agenda et les coups de cœur, bah, vous avez de quoi faire pour le mois d'octobre. Merci Patrick. Mais avec plaisir. Merci Thibaut. Merci à toi. Et puis merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette Thibaut. émission cinéma. Voilà, ça vous va cette place? On garde cette place? Oui, très bien. Oui, moi, je vais être moi j'aime bien voir les images. Thomas, il est content en plus. Voilà. Bon, voilà, on va vous souhaiter bon film, bonne séance à vous qui êtes chez vous, qui nous avez regardé. On se retrouve le mois prochain, voilà, le premier vendredi de novembre, pour parler de plus de films. Voilà, dans l'émission cinéma. Allez, bon week-end.